Bienvenue dans le Meeting Club. Avec ce podcast, nous anticipons les changements, décryptons les futurs enjeux RH, compétences et formations. Je m'appelle Morgane Marietti, je suis entrepreneur, cofondateur de Proactive Academy, l'entreprise qui forme vos salariés. Nous vous proposons un regard croisé sur tous les sujets du moment, avec des experts, des entrepreneurs, des managers. Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Meeting Club. Aujourd'hui, nous allons parler de motivation et de bien-être au travail. Et pour cela, on va aborder un sujet de People Operation. Alors, c'est un process connu, souvent utilisé par Google et qui met en place des dispositifs pour attirer, motiver et fidéliser les salariés. Sujet d'autant plus important quand on voit aujourd'hui le contexte de l'emploi aux États-Unis avec la grande démission ou même en France avec le quiet quitting, enjeu très important pour les entreprises qui font face à des grandes difficultés de recrutement, de motivation ou même de turnover. Alors aujourd'hui, on va regarder un peu comment les entreprises peuvent changer de braquet, changer la donne pour revenir à l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui avec aujourd'hui deux de nos invités. On reçoit donc Pascal Mathieu, DRH de TS Global. Bienvenue Pascal. Merci beaucoup Morgane. Et de Nicolas Lecomte, cofondateur de Thinkingo. Bonjour Nicolas, bienvenue. Bonjour Morgane et merci. Avec grand plaisir. Donc, je vais vous demander de vous présenter. Pascal, honneur et dame, est-ce que tu peux un peu te présenter et présenter la société que tu représentes? Bien sûr, donc Pascal Mathieu, donc je suis DRH de la société ETS Global. ETS Global, c'est une société internationale d'environ 120 salariés et nos activités sont situées en Europe principalement et au Moyen-Orient. Vous connaissez tous certainement les tests d'évaluation TOEIC et TOEFL. Et donc, nous sommes la filiale de ETS, le créateur de ces tests, qui est un acteur majeur dans le domaine de l'évaluation. Et donc, nous, filiales, nous faisons la promotion, nous vendons et nous distribuons les tests donc, sur les différents territoires dont nous sommes en charge. Super. Et donc, Pascal a travaillé donc, avec Nicolas sur le sujet en fait, dont on vient de parler juste un petit peu avant. Nicolas, à toi de te présenter. Ouais, donc moi c'est Nicolas, je suis cofondateur d'Aigo. Aigo, on a un cabinet où on accompagne nos clients à designer une nouvelle expérience collaborateur ou une expérience candidat pour leur permettre de mieux recruter et ou mieux fidéliser leurs talents dans la durée. Et du coup, de développer au travers de ça un avantage compétitif qui leur permet à terme de se démarquer sur leur marché parmi leurs concurrents. On va pendant une petite heure essayer de parler en fait de ce sujet et de voir en fait comment les entreprises peuvent évoluer leur process interne pour traiter en fait la difficulté qu'ils peuvent rencontrer à recruter, à motiver en fait à fidéliser. Mais déjà quelques chiffres qui sont assez frappants et qui sont sortis en 2022. On parle de 54% de Français qui considèrent qu'aller au travail est aujourd'hui, entre guillemets, une contrainte. Pour 45% des salariés, le salaire est l'unique motivation. 9 salariés sur 10 déclarent s'être ennuyés au travail, dont 64% très régulièrement. Et le plus parlant, c'est 45% font uniquement le strict minimum. Nicolas, à ton avis, d'où ça vient? Très clair. Merci Morgane. Effectivement, on est à une époque qui est un petit peu particulière. On sort d'une crise sanitaire qui a fait qu'on a appuyé sur le bouton pause. On a tous eu ce moment d'introspection en nous, un moment d'introspection qu'on a tous interprété de façon assez différente. Dans mon cas, ça a été aussi le déclic qui a fait que je me suis dit qu'il fallait me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais ça a été aussi des déclic pour de nombreuses personnes qui se sont rendues compte que au quotidien, elles se retrouvaient dans un état où elles ne sauvaient pas des vies. Là où il y avait tout un travail qui avait été fait, en tout cas
toute une énergie qui était mise, je me souviens encore, à 20h quand on venait applaudir sur les balcons le personnel médical. En fait, on se rendait compte, bah, c'est cool, c'est super ce qu'ils font. En plus, ils sont dans des conditions qui sont assez critiques au point de vue du travail. Et enfin, c'est génial qu'ils gardent cette motivation pour faire tout ça. Mais moi, en tant qu'individu dans mon quotidien, qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais là? Ça fait 15 ans que je travaille, ça fait 10 ans que je travaille. En regardant le rétroviseur, parce que là, on appuie tous sur pause, je me rends compte que j'ai rien vu passer. Mais comme il y a cette opportunité-là où on a appuyé sur pause, eh ben, les personnes se sont rendues compte, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Ça fait 15 ans que je travaillais, je me suis pris un tunnel, la famille a grandi, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? C'est pas du tout le plan de vie, le plan de carrière que je voulais faire à la base. C'est pas les rêves d'enfant que j'avais quand j'étais jeune. Je me suis retrouvé dans ce tunnel-là et le fait d'appuyer sur ce bouton pause, il y a eu toute une prise de conscience de beaucoup de personnes qui se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas à la place dans laquelle elles auraient voulu être et la place dans laquelle le système les a mis. Voilà un petit peu mon interprétation du sujet, Morgane. Merci pour l'explication, Nicolas, sur cette partie, l'explication un peu de cette démotivation liée en fait à cette pause liée aux différents confinements dans le cadre du Covid. Pascal, est-ce que c'est quelque chose en tant que DRH que tu as rencontré au sein de l'entreprise? Non, alors nous, on n'a pas eu de vague de démission ou enfin, du moins à ma connaissance, de grosses remises en question sur le sens que peuvent mettre nos salariés dans leur travail. On a la chance chez ETS Global de travailler dans un domaine qui est l'éducation, où la mission est vraiment très forte. Nos salariés sont vraiment attachés donc à la mission de l'entreprise, à ce qu'on peut apporter donc à nos différents candidats, à savoir des clés pour évoluer dans leur vie professionnelle, dans leurs études. C'est quelque chose de très fort et qui porte vraiment l'engagement des salariés chez nous. Donc, ce phénomène, on ne l'a pas constaté. En revanche, des problèmes de recrutement, comme beaucoup de sociétés à l'heure actuelle. Ok, super. Nicolas, avant de rentrer dans le People Operation concrètement, on pourrait se dire, mais en fait, les gens aujourd'hui cherchent du sens, c'est pour ça qu'ils s'engagent dans le travail, mais est-ce que vraiment toute entreprise peut avoir un sens? Qu'on pourrait se dire que certaines d'entre elles, enfin, ne font pas rêver et ne feront jamais rêver. Ouais, non, c'est une super question. Parce qu'effectivement, et c'est une super force d'ETS Global, c'est qu'il y a une vraie raison d'être, une mission qui est très forte et qui est un vrai facteur différenciant pour l'entreprise. Effectivement, toutes les entreprises ne font pas rêver. Si je prends un contre-exemple qui me vient spontanément en tête, Payfit. Payfit, c'est une entreprise qui cherche à transformer la paye pour les TPME. Mm. Euh, a priori, c'est un sujet qui est anti-sexy au possible, en tout cas qui est pas très fun, rempli de clauses, de critères, de légal, de juridique. Et pourtant, ils ont réussi à créer tout un écosystème, tout un univers autour de ça, avec une vraie culture entreprise. Donc le fait d'avoir cette raison d'être qui est moins sexy en apparence, ça se contrebalance avec une culture d'entreprise, un collectif qui va venir contrebalancer ces sujets-là. Ok. On pourrait dire qu'il y a quand même aussi deux niveaux de type de travail. Il y a aussi le travail très opérationnel dans la restauration rapide, dans tout ce qui est grande distribution. C'est vrai que enfin, c'est des domaines où il y a énormément de turnover. Est-ce que c'est des choses où on peut demain les rendre sexy? Il y a toujours un travail à faire et ça commence. Moi, je suis très fan de Simon Sinek qui, avec sa vidéo qui a 13 ans maintenant, Start with Why, commencer par le pourquoi, en donner du sens. Effectivement, dans tout ce qu'on fait au quotidien, moi le premier, j'ai énormément de tâches ingrates, mais comme je sais pourquoi je les fais et quel but ça va remplir, ça donne beaucoup plus de sens. Donc en l'occurrence, par rapport à l'exemple que tu me citais, si tu travailles, admettons, à Lidl, qui est une chaîne de grande distribution très abordable, en tant qu'employé, tu permets à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se nourrir, c'est-à-dire de survivre, le mot est un peu trop fort, en tout cas de se nourrir et d'avoir accès à des repas
à moindre coût, alors que d'autres concurrents comme Monoprix, Carrefour sont sur des secteurs, enfin, sont sur des prix beaucoup plus hauts, pour lesquels cette population n'a pas accès. En tout cas, ne pourrait pas s'acheter des paniers qu'elle s'achète à Lidl. Et ça, c'est une vraie fierté, je pense, pour les employés de savoir ça. Et c'est en ça que je dis qu'il faut donner du sens et prendre de la hauteur sur la mission que remplit l'entreprise. Ok. Très bien. Donc là, en fait, vous travaillez autour d'un concept qu'on appelle le People Operation. Ça viendrait de Google. Est-ce que, Nicolas, tu peux un peu revenir sur le concept, les origines? Ouais. Alors, le People Operation, à la base, ça vient de Laszlo Bock, qui a amené ça à Google vers 2005-2006, donc il y a un peu plus de 15 ans maintenant. En fait, il est arrivé à Google, Laszlo, avec un mandat d'équivalent de DRH. Et il s'est rendu compte que pour les profils techniques, il y avait une vraie défiance dans les RH, une vraie défiance dans ce public-là, parce que pour tout un tas de raccourcis, de type ils comprennent pas le métier, ils savent pas ce qu'on fait, ils sont pas là au quotidien. Et en fait, Laszlo, il s'est dit, OK, il y a cette vraie défiance et ce fossé entre ces deux publics-là. Mais moi, Google, c'est l'entreprise tech, je dois recruter beaucoup de profils tech. Il va falloir faire quelque chose parce que là, comme ça n'a pas marché. Et il a fait tout un travail pour restructurer les fonctions RH. Il est parti du principe que, de la même façon que on a eu une évolution entre l'approche projet vers l'approche produit aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle beaucoup de rôle de product manager, product owner, qui sont issus de la méthodologie Agile Scrum. Donc ça vient d'une transition qui a été faite entre l'approche projet à l'approche produit. C'est un petit peu la même chose qu'a fait Laszlo à l'époque. Il s'est dit, on va passer de l'approche classique RH, où on parle de ressources, à une approche en reprenant les fondamentaux du produit, une approche d'expérience. On va chercher à créer une expérience pour les collaborateurs. On ne va pas chercher à être, comment dire, à être dans une approche administrative où on va casser les coûts en parlant vraiment de ressources, mais plutôt une approche collaborateur, people, comme ils disent chez eux, tout le nom People Operations, où notre produit, ça va être l'organisation. Les clients, ce sont des collaborateurs. Et au lieu de parler d'expérience client, on parle d'expérience employé ou collaborateur. Et tous ces fondamentaux-là, il les a repris, il les a transposés du coup à l'écosystème RH. Bon, Google, ils ont aussi gardé ça secret pendant 10 ans avant d'écrire un livre qui a décrit du coup, toute leur histoire et tout ce qui leur a permis de devenir l'entreprise et la réussite qu'on leur connaît aujourd'hui, qui s'appelle How Google Works, que je vous encourage du coup vivement à lire, qui explique tout ça. Hyper intéressant, hyper inspirant. Et du coup, la légende raconte, juste pour cadrer le terme People Operations, donc People Ops pour les intimes, la légende raconte que en fait, Laszlo Bock, il a renommé du coup la fonction RH People Ops parce qu'à l'époque, il y avait toute la vague autour du DevOps, qui était la grande tendance tech. Et du coup, pour se calquer et montrer patte blanche auprès des profils tech, du coup, il a utilisé cette terminologie People Ops pour rester dans la terminologie DevOps. Ça, c'est la légende, voilà. Ok. Et donc là, toi, ton travail avec tes équipes, c'est d'aider en fait les entreprises à mettre en place cette démarche-là de façon à créer une nouvelle expérience pour les salariés et lutter en fait contre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le turnover, le problème de recrutement et autres. Oui, complètement. En fait, tout ce qu'on se rend compte, c'est que tous nos clients, en général, ils ont essayé de faire plein de choses déjà chez eux, plein de bonnes intentions, mais c'est pas suffisant parce que pour tout un tas de raisons, la principale et la plus classique, c'est que notre cerveau est structuré pour penser solution. Dès qu'on ramène un problème, on pense solution tout de suite. Et du coup, on se ferme tout de suite sur un problème. Et souvent, ce qu'on se rend compte en creusant dans nos interventions, on se rend compte qu'en fait, le problème est une conséquence d'une cause. Et du coup, on vient traiter la conséquence, mais pas la cause. Donc, nous, on fait tout un travail d'exploration, de découverte avec nos clients au démarrage de nos interventions pour s'assurer qu'on traite bien les causes et pas les conséquences. Mais en général, ce qu'on voit et ce qu'on ressent au quotidien, ce sont les conséquences et pas les causes. Très bien. Un petit peu conceptuel, mais je pense que tu vois l'idée, Morgane. On va rentrer dans le détail. Pascal, comment vous êtes arrivé à discuter avec Nicolas autour de cette People Operation? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce concept apporté par Google?
Alors, on va dire les origines un petit peu de notre rencontre avec Nicolas et le cabinet Igo, donc vient bien entendu déjà d'une demande des salariés. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé chez ETS Global autour de l'expérience client, donc il y avait aussi une attente de la part des salariés, quid de l'expérience employée. Bien entendu aussi au niveau du département RH, on réfléchissait beaucoup sur les sujets de bien-être au travail. Une salariée de l'équipe était aussi très intéressée par tout ce qui était ce qu'on appelle happiness at work, sur aussi des problématiques d'attractivité de l'entreprise. Donc, on a fait un travail d'équipe avec, bien entendu, différentes initiatives qu'on a pu mettre en place. Très vite, on s'est quand même rendu compte, comme le disait Nicolas, qu'on avait besoin, on va dire, au-delà de ce à quoi on pensait nous, d'avoir un accompagnement plus professionnel et plus global sur cette problématique. Donc, c'est comme ça qu'on a contacté Igo et qu'on a commencé à travailler ensemble. D'accord. Et quels objectifs vous êtes fixés là sur donc les prochains mois, prochaines années? Alors, nous, on s'est donc fixé, on a donc initié ce projet qu'on appelle X Employee Experience. On a donc à l'heure actuelle 6 initiatives qui ont été priorisées dans notre parcours employé, sur lesquelles donc on travaille déjà et d'autres qu'on va donc initier à partir du mois de janvier. L'objectif étant d'arriver de mettre en place une démarche en interne qui reprenne, on va dire, cette approche People Operations. Alors, pas forcément à très court terme, hein, parce que c'est quand même une approche qui est différente et qui nécessite du temps, des ressources et de l'investissement. Mais voilà, l'objectif, c'est d'être vraiment centré autour du salarié et d'avoir ce changement dans le mindset à tous les niveaux dans l'entreprise, puisque c'est pas seulement le service RH, bien entendu, mais la stratégie globale de l'entreprise qui est impactée. Ok. Bon, très bien. Merci. On va rentrer dans le détail. Nicolas, tout à l'heure, quand on voulait mettre en place cette démarche, il y a un travail de définition des problématiques. C'est pourquoi mon entreprise n'attire pas, pourquoi mon entreprise n'arrive pas à garder ses salariés. La question, c'est qu'est-ce qu'on regarde, comment on fait cette recherche, on va dire, de la cause ou des causes, en fait, au sein de l'entreprise. Ouais, ok. Alors, en général, ce qu'on constate, c'est que, en général, c'est tout le temps, les clients arrivent, je pense qu'il faut faire ci, ça et ça, avec des solutions, ce prisme solution qui est pris tout de suite. Nous, la première remarque qu'on a, c'est OK, c'est bien, t'as ton prisme en fait, tu as ta vision des choses, mais qui est très biaisée. D'autant plus si tu es dirigeant. Quand tu es dirigeant, tu es la dernière personne au courant quand il se passe quelque chose. Donc, faut en aies conscience. Donc, plutôt que je pense que nous, on accompagne les clients à passer à une approche sur j'ai la donnée qui me démontre que. Et pour cela, on commence par une phase de diagnostic. Ou plutôt que de dire OK, nous, nous, à Ego, on connaît toutes les pratiques, il faut que vous fassiez tac, tac et tac. On dit non, nous, on n'a pas la prétention de dire dans quelle direction vous devez aller, parce que vous avez votre contexte, vous avez votre histoire, vous avez votre culture qui vous est propre. Et ça, là-dessus, nous, on n'est pas légitime pour la challenger. Par contre, on va à tous vous demander votre avis, donc par des interviews, par des questionnaires notamment, pour remonter tout un tas de data et de métriques du terrain. Donc, c'est là où c'est très important de poser les bonnes questions, parce qu'en posant les bonnes questions, on a les bonnes réponses. Quelle question, par exemple? Un exemple de Ouais. question? Oui, alors on mixe, en l'occurrence, nous, on mixe des questions qui demandent aux collaborateurs de se positionner sur une échelle, de 1 à 10 par exemple, et du coup qui donnent un pouls sur quelque chose, et avec un mix aussi de questions ouvertes. Qu'est-ce que tu ferais, toi, à ta place, pour fluidifier la relation entre les managers et les managers? Quel est ton niveau de satisfaction de ta relation avec ton manager? Tu mets une note de 1 à 10. Et par exemple, ensuite, OK, qu'est-ce que tu ferais
qu'est-ce que tu proposerais? Qu'est-ce que tu changerais? Des questions très ouvertes qui vont ouvrir du coup le champ des possibles et qui vont permettre de remonter tout un tas de données. Après, ça demande du coup tout un travail de spéléologie et d'analyse, de segmentation aussi des données pour les rendre digestes. Donc là, ça fait écho un petit peu avec des métiers tendances du moment comme on n'a pas la prétention d'être data analyst ou data scientist, mais c'est un peu les mêmes fondamentaux. On va venir segmenter, traiter la donnée, isoler certaines données qui sont, par exemple, des personnes détracteurs, vraiment trop détracteurs qui viennent du coup fausser des moyennes, Hmm. etc. Ok. Et donc là, donc, vous sortez donc une analyse et donc là, est-ce que c'est à partir de là que vous commencez à expliquer les causes et à avancer sur des solutions? Donc, déjà aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que cette analyse nous, on insiste pour qu'elle soit absolument confidentielle, Mhm. anonyme. On a certaines entreprises qui nous disent, mais attendez, je comprends pas, chez nous, on se dit tout. Ah, vous pensez que vous dites tout? Faites-nous confiance, faisons-le en anonyme et on va voir si vraiment vous dites tout. Et certains ont été choqués de voir des résultats des verbatim en disant, waouh, mais pourtant on se dit tout, je comprends pas. Même à partir du moment où c'est pas anonyme, il y a toujours un rapport de force qui fait que. Du coup, fort de tout ça, nous on digère en tant que tiers neutre de confiance toutes les données avec du coup un traitement humain derrière. Nous on est convaincus que pour des sujets humains, il faut un traitement humain derrière. On n'automatise pas énormément de choses derrière ce traitement, notamment toute la partie verbatim et questions ouvertes qui est traitée à la main. Qui nous permet du coup de faire une restitution très synthétique pour les clients et de leur rendre le tout très, très digeste. Ok. Pascal, sur ce sujet-là, j'imagine que vous avez déjà fait ce premier volet, cette première étape de travail. Euh, que- qu'est-ce qui en ressort si on peut un peu en parler? Bien entendu. Alors, effectivement, la première étape d'avoir effectivement une vision d'ensemble de un petit peu le taux de satisfaction ou ce que Aigo utilise, le Employee Net Promoter Score, ça permet déjà d'avoir un constat de départ. Dans notre cas, ça a été très, très intéressant parce que euh, on a bien entendu une idée de la situation, mais de confronter notre perception avec la réalité. On a pu avoir aussi des données très intéressantes sur différents sujets par ancienneté dans l'entreprise, par situation géographique, ce qui nous permet vraiment d'affiner aussi les actions qu'on peut mettre en place par la suite. Euh, et donc, cette étape va nous permettre aussi, bien entendu, de mesurer les progrès qu'on va faire, puisque l'objectif sera, bien entendu, de renouveler pour mesurer voilà, un petit peu les résultats des actions qui seront mises en place. D'accord. Ok. On parlera un petit peu des actions tout à l'heure, en tout cas des logiques. Nicolas, si on rentre, donc là, on part du constat, c'est-à-dire on sait où on est, et on pourrait se dire, en fait, ce genre de questionnaire, il est fait régulièrement. Je le fais même moi aussi dans mon entreprise. Alors là, c'est Mhm. intéressant de voir que ils doivent être un petit peu en décalage par rapport à ce qu'ils pensaient. L'étape suivante, une fois qu'on a un peu le constat, comment on va appliquer ce People Ops? J'imagine qu'il y a des fondamentaux. On parle de quatre fondamentaux et on peut peut-être en parler et commencer à rentrer dans le sujet de la technicité de ce process. Ouais. Juste pour expliquer, en fait, côté IGO, on a structuré du coup toute la démarche People Operation parce qu'on s'est rendu compte que les précédents courants RH ne prenaient pas ou s'effondraient parce que justement, ça manquait de cadre et structure. À la différence de tout un tas de courants tech ou liés au business model de l'entreprise, comme les méthodes agiles qui Hmm. viennent structurer Scrum, Safe, si je cite quelques méthodologies, même le design thinking, le lean startup, le design sprint, tu vois, toutes ces méthodologies-là sont venues de façon carrée, structurée, apporter des briques en fait pour
venir transformer des métiers et des activités, et notamment sur la partie business model. Et nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est que sur la partie RH, il n'y avait pas de méthodologie. Il y a des courants type HR, les business partners, les RH business partners, qui est un courant, mais en fait, il n'y a pas de fondamentaux. Et du coup, on se rend compte dans la pratique qu'il y a autant de façons de faire ce métier que de boîtes qui le font. Pareil pour la vague de Chief Happiness Officer qui était un peu arrivée en 2015-2016 en France. Il n'y a pas de fondamentaux derrière de structure. Du coup, c'est reparti quasi aussi vite que c'est arrivé. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est la dernière vague un peu RH très tendance, c'est le rôle de Chief of Staff, sorte de bras droit armé exécutant. Mais là aussi, moi, mon analyse, c'est que je trouve qu'il n'y a pas il n'y a pas de fondamentaux, il n'y a pas de structure ou de cadre. Et du coup, quand je discute avec des chiefs of staff, chacun a un quotidien qui est très différent. Il y a tant de façons de le faire. Et quand on a commencé à prendre le sujet du People Operation, on s'est rendu compte que la même chose commençait à se produire. Le People Ops à PayFit, c'est pas exactement le même People Ops qu'à Conto. Encore moins c'est encore très différent à Content Square ou que dans tout un tas de scale-up françaises qui ont commencé à s'approprier ce sujet-là. Et on s'est dit, oulala, on retombe dans les mêmes travers qu'avant. Mais après, c'est notre rôle aussi de consultant. Consultant, on est là pour amener un client d'un point A à un point B en construisant tout l'escalier. On s'est dit, il faut absolument qu'on structure ce sujet-là, sinon ça va faire plouf. Et du coup, pour revenir à ta question, excuse-moi pour la petite parenthèse, Morgane, mais c'était pour expliquer le pourquoi du comment. On a effectivement structuré l'approche People Operation en la contextualisant à la culture française. Et pour nous, ça repose sur 4 piliers. Et ces 4 piliers composent l'expérience collaborateur ou l'expérience employée. Le premier sont les fondations de l'entreprise. C'est vraiment le socle sur lequel l'entreprise va se reposer et qui va servir de tronc commun pour tout le reste. Pourquoi chacun d'entre nous venons et se levons le matin pour se rendre à l'entreprise? Qu'est-ce qui fait qu'on y va? Donc la mission entreprise. En l'occurrence, côté ETS global, cette mission, ce socle-là est très fort. Il y a une base très fertile. Et c'est un super point positif sur lequel il faut absolument s'appuyer pour ETS global. Deuxième pilier, toute la partie attractivité. Un pilier autour de l'attractivité. Comment est-ce qu'on s'y prend pour attirer les meilleurs talents, sachant que meilleur est propre à chaque entreprise. Un meilleur de l'entreprise A, ce ne sera surtout pas le meilleur de l'entreprise B. Comment est-ce qu'on est audible aussi sur notre marché? Donc voilà, comment est-ce qu'on s'y prend pour travailler toute notre marque employeur et aussi nos canaux d'acquisition qui vont faire qu'on va faire venir les bonnes personnes dans notre contexte, au bon endroit, sur les bons rôles demain dans notre entreprise. Ça, c'est le deuxième pilier, l'acquisition, du coup, l'attractivité. Troisième pilier, c'est l'animation. Une fois qu'on a les bonnes personnes chez nous, comment est-ce qu'on fait pour tirer le plein potentiel de ces collaborateurs et ces collaboratrices qui sont parmi nous? Donc, avec des techniques d'animation individuelles et collectives. Parce que c'est avant tout un projet collectif. Sinon, on serait tous freelance. Donc, quelles sont toutes les thématiques d'animation qu'on peut mettre en place pour fédérer un groupe et en tirer le plein potentiel des individus? Troisième brique, du coup, l'animation des talents. Et la dernière, c'est tout ce qui est lié à la carrière et au développement. Comment est-ce qu'on se projette dans une relation dans la durée ensemble en mettant tout un tas de points qui vont venir amener de la rétention. Et c'est OK. Si on doit se séparer de la personne, ce qu'on appelle du coup l'offboarding, comment est-ce qu'on s'y prend pour sortir tous les deux par la grande porte en fait, et que du coup, le collaborateur qui est parti de l'entreprise dise « Je suis parti parce que j'ai X ou Y raison, mobilité géographique, changement de poste, opportunité qui était liée à quelque chose, à un rêve d'enfant, peu importe. Mais en tout cas, je garde un souvenir extraordinaire de cette entreprise et je suis son premier ambassadeur. » Voilà, on travaille sur ces 4 piliers avec nos clients. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a pas de recette. Chaque contexte et chaque culture étant très différente. Ce que l'on fait chez ETS, en l'occurrence global, est extrêmement différent de ce qu'on peut faire chez d'autres clients. Mais voilà, on vient jouer du coup sur ces 4 piliers et voir où est-ce qu'on met le centre de gravité. Et donc, dans le cadre de l'analyse de départ, j'imagine qu'il y a donc ces 4 piliers qui se retrouvent dans les différentes questions. Tout à fait. Tout à fait. Au travers des différentes questions, on va venir prendre le pouls du terrain sur tout un tas de thématiques. Ensuite, ces thématiques font ressortir, tous les verbatims font ressortir des sujets de fond qui sont ensuite structurés sur sujet A, sujet B, etc. Et qui permettent du coup d'y voir plus clair et d'avoir surtout, ce qui est important, une grille de lecture structurée.
D'accord. Ok. Donc là, une fois qu'on a on a ces fondamentaux, on sait d'où on part, et qu'on a entre guillemets cette grille de lecture. C'est quoi l'étape suivante? Ouais. Je continue du coup? Ouais, Pascal, tu vas-y. veux y aller? Ok, très bien. L'étape suivante, ensuite, c'est en général, quand on fait la restitution de tous les résultats, on demande à la faire avec un panel représentatif de collaborateurs de l'entreprise. Parce qu'on veut commencer à avoir des ambassadeurs internes qui vont venir être le relais de ce sujet-là. Parce que et comme le disait Pascal, ce sujet-là, c'est l'affaire de tous. C'est pas juste le mandat de l'équipe RH. Et ça doit être vraiment l'affaire de tous. Et ça commence dès le démarrage. Ce qu'on fait, c'est qu'avec ce groupe de travail, on leur restitue les données de façon très brute. Et à partir de ça, on leur dit, OK, ça c'est le constat, c'est l'état des lieux exhaustif de chez vous. C'est pas je pense que, c'est on a la donnée qui nous montre que. Maintenant, on va venir avec des techniques d'animation, vous aider à structurer et faire remonter explicitement quels sont les chantiers prioritaires que vous devriez adresser demain pour votre contexte. Et du coup, ça va faire sortir des initiatives. En l'occurrence, Pascal parlait tout à l'heure de 6 initiatives. Et c'est ce qu'on fait du coup en ce moment. Ben, ces initiatives, ce sont les priorités court terme qu'il faut adresser parce que c'est là où ça fait le plus mal aujourd'hui. C'est là, en tout cas, qu'on peut avoir les plus grands bénéfices sur un temps très court. Et c'est ça qu'on priorise et c'est ça qu'on lance du coup après avec des groupes de travail ensemble. D'accord. Et donc, dans le cadre de la restitution, il y a donc des groupes de travail qui sont mis en place pour réfléchir à ces grands projets, euh, avec, j'imagine, un mixte de salariés, donc des différentes équipes. Et comment se fait le choix, en fait, parce que j'imagine il y a plein de sujets qui doivent ressortir. Et comment ils sont sélectionnés, les 6 thèmes, Pascal? Comment vous avez choisi? Comment ça a été défini? Alors, la priorisation, on va dire, des thématiques, elle a été faite au moment de la première réunion de restitution, où, si je me souviens, nous étions à environ 12 salariés. Bien entendu, l'équipe RH et ensuite des salariés, dans notre cas, de différents pays et de différents départements, pour vraiment avoir une représentativité la plus large possible. Comme disait Nicolas, commencer à semer les graines chez nos ambassadeurs EX. Donc, les sujets prioritaires, ils ont été définis d'une part par les résultats de l'enquête, hein, puisqu'on avait aussi demandé aux gens de prioriser les différentes thématiques. Et après, parmi les sujets prioritaires, on a discuté et on va dire choisi les plus prioritaires des prioritaires avec les salariés et avec bien entendu l'éclairage de IGO sur les différents sujets. Et point important aussi à mentionner, lors de ce premier séminaire, notre directeur général était présent toute la journée et il a pu également participer aux différentes discussions, aux différents groupes de travail qu'on a pu déjà initier sur les différents sujets. Donc, c'était très important et je pense d'avoir aussi son sponsorship sur le sujet. Et je pense que c'est à ce moment-là aussi que lui a vraiment pris conscience du bénéfice de cette approche People Ops qui met vraiment, on va dire, le bien-être du salarié au cœur donc, de la mission de l'entreprise. Plutôt que de, on va dire, considérer le salarié comme une ressource. Donc, il a vraiment eu une réelle prise de conscience à ce moment-là. Et c'est aussi grâce à sa participation que donc il a été décidé chez ETS Global d'inscrire l'expérience employée donc dans la stratégie de l'entreprise globale. Ok, super. Donc, ça a été donc la restitution, c'est pas 1 heure en fait, c'est une journée de travail, si j'ai bien compris. Oui, Alors nous, on a mis un format d'une journée de travail, voilà. Nicolas, si tu veux compléter là-dessus. ouais, effectivement, c'est une journée de travail. Il y a des temps forts, des temps un peu plus faibles. Et, euh, et en fait, toutes les décisions ne se prennent pas sur cette journée unique de travail. Tout est rendu très ludique parce que nous, on a aussi à Ego la conviction qu'en rendant l'approche ludique avec cette appétence un petit peu au jeu,
on se retrouve à prendre des décisions très rapidement et qui peuvent être radicales par moment, mais en tout cas, on prend des décisions rapidement. Et par moment, enfin, il faut aussi digérer ces décisions que l'on prend parce que donc on fait des temps forts et des temps faibles, c'est-à-dire que on se retrouve sur cette journée, on prend tout un tas de décisions. On avait en l'occurrence acté qu'à l'époque, il y avait une dizaine d'initiatives qui devaient être lancées très court terme, etc., sur les prochains mois. Petit temps faible, introspection, on digère tout ça parce qu'en fait, lancer 10 initiatives et partir bille en tête, c'est chouette, mais en termes de charge, on a tous un quotidien, un opérationnel et un contexte. C'est pas faisable. En tout cas, c'est pas faisable dans le contexte de TS Global à l'époque. Du coup, OK, super. Maintenant, on va raffiner ça. Comment, à partir de ces 10, à froid, on revient dessus et on refait une session ludique qui va nous permettre de reprioriser parmi les 10, les 5-6 qui sont vraiment les priorités et les sujets de fond à lancer maintenant. Donc, on a plusieurs temps forts et temps faibles comme ça qui permettent de prendre des décisions très rapidement, de les digérer et de revenir dessus et les réinterpréter et de les raffiner, etc. Et c'est ce qui nous a amené à lancer là le traitement de 6 initiatives alors qu'on partait plutôt de 10 à l'époque après la première journée. On voit aujourd'hui que, et on le voit dans toute démarche, démarche qualité, etc., que s'il n'y a pas un engagement de direction, c'est-à-dire du big boss, au moins un des big boss, même si ça vient de la DRH, la démarche n'est pas la même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la vraie implication, parce que d'ailleurs, il y a les moyens, il y a des budgets, il y a ce genre de choses. Est-ce que ça arrive de se retrouver avec des engagements qui ne sont pas ceux que vous attendez initialement? Effectivement, on a certains clients qui ont pu nous solliciter pour faire ce qu'on appelle, nous, une approche de cosmétique. C'est-à-dire, c'est cool ce que vous faites à Ego, l'expérience employée. Il y a plein de choses chouettes dans ce que vous dites. On veut faire quelque chose rapide avec vous, juste pour cocher un peu avoir le coup de tampon et se dire, vous voyez, on a fait appel à Ego, expérience employée, on prend soin de vous. En fait, non, c'est pas aussi simple que ça. C'est un sujet extrêmement complexe, complexe. C'est un sujet qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Si on y va vraiment. Sinon, on n'y va pas. Et nous, ces clients-là, on les refuse, on les met de côté, on pose des questions qui nous permettent de les identifier rapidement. Parce que déjà, de un, c'est très déceptif pour les consultants qu'on envoie en mission parce que dans notre raison d'être, dans notre valeur, on veut vraiment avoir un impact fort chez nos clients pour faire bouger les lignes. Et si on sent qu'on n'a pas cet impact-là, on préfère pas le faire et dire mettez un autre cabinet qui pourra faire la cosmétique dont vous avez besoin, mais pas pour nous en fait. C'est pas notre vision des choses. Ok. Et surtout, ça vient nous discréditer. Ça vient nous discréditer parce qu'après, les collaborateurs sont pas bêtes. Ils disent mais attendez, c'est quoi ce tour de passe-passe et de magie qu'est-ce qu'ils ont fait les guignols d'Aigo quoi? C'est pas possible. Et nous, on veut surtout éviter ça. Si on est là, c'est pour vraiment faire bouger les lignes. Donc, les projets qui sont définis sur du court terme, on peut être sur de la communication, du marketing, on peut être sur de la réorganisation de process, de systèmes d'information, ça peut être sur du management, des changements de gestion des talents. C'est aussi, on parle de design, de carrière, de réorganisation. Est-ce qu'on a des exemples concrets de choses en fait qui vont bouger tout de suite? Quels sont les sujets qui sont traités en majorité? Et puis après, on reviendra sur l'exemple de Pascal. Ouais. Donc, du coup, ça me fait penser à un autre client où il se doutait qu'il y avait un petit problème de défiance un peu envers le management. Et on a fait du coup tout ce travail d'analyse. Donc et là, on est passé du je pense que à j'ai la donnée qui montre que et se rendu compte qu'il y avait une vraie défiance très forte et qui a même généré quelques éclats de rire parce que pendant la restitution, parce on propose aussi de faire une restitution publique devant tous les collaborateurs des résultats. Parce que en fait, sur la ligne qui concernait la perception du management, les notes étaient rouges partout, sauf au management qui avait mis une note verte, quoi. Et ça montrait le décalage. Et du coup, il y avait des rires dans la salle et c'était vraiment symptomatique. En fait, il y a une vraie fracture. Et il y avait une sorte de déni du management qui disait non, mais ça va, ça va, et ça va. Ça fait 3 ans qu'ils se plaignent et ça. Non, en fait, la fracture, elle est réelle, elle est profonde. Il faut la traiter maintenant parce que demain, ça sera encore pire. Et là, on a la donnée qui nous montre tout ça. Et on a des verbatims qui étaient assez chargés aussi.
Du coup, pour répondre à ta question, là, en l'occurrence, on a tout de suite priorisé chez ce client-là un sujet autour de la posture managériale pour venir, et la communication interne, pour venir tout de suite casser cette défiance qui était très forte et qui a amené une rupture de communication par moment, qui était un petit peu touchée des doigts, mais qui était largement sous-estimée par le management qui disait non, mais ça va leur passer, ils comprennent pas de toute façon. Non, non, la défiance, elle est là, il faut la traiter. Ok. Pascal, sur les sujets là qui sont remontés, est-ce qu'on peut en parler de un ou deux des choses assez voilà, qui sont très symboliques pour vous, des sujets qui vont changer, on va dire, structurellement votre organisation en interne? Bien sûr, en sujet, on va dire qu'on a décidé de traiter à très très court terme. On a l'employer branding, donc comment on communique sur ce que ça signifie travailler chez ETS Global vis-à-vis des candidats. On a une problématique de recrutement à l'heure actuelle puisqu'on on est en train d'ouvrir des nouveaux bureaux dans différents pays. Donc, on a beaucoup de gens à recruter. Donc, ça a été identifié comme une priorité très importante. On travaille à l'heure actuelle. On a mis en place, pour être concret, une vitrine sur Welcome to the Jungle. On veut mettre en place différentes formations pour nos salariés pour qu'ils soient plus à l'aise pour communiquer sur les réseaux sociaux et qu'ils soient eux-mêmes ambassadeurs de ETS Global. Et donc ça, c'était des initiatives très court terme et on est en train Ego est en train de travailler sur d'autres propositions. Sur un autre sujet, par exemple, qui est un sujet de développement personnel, les salariés attendent plus de support et plus de choses, on va dire, d'éléments concrets de la part de l'entreprise pour leur développement personnel. Donc, cette initiative va être lancée au mois de janvier. On a déjà identifié pour ce groupe donc une personne qui va être en charge donc de porter le projet, des contributeurs, donc sur la base du volontariat. L'avantage de cette démarche, c'est vraiment d'impliquer tous les gens, tous les salariés volontaires et qui soient acteurs, on va dire, de la transformation et que ce qui va être mis en place parte vraiment de leurs besoins et de ce vers quoi ils veulent aller. Ok, super intéressant. Alors, je sais que c'est une démarche qui démarre juste, hein, donc on Oui. n'aura pas encore les résultats, mais c'est intéressant, on pourra en reparler dans un second temps. Merci. Nicolas, c'est vrai qu'on pourrait se dire, en fait, pour le bien-être au travail, il suffit d'avoir un baby-foot et c'est bon, en fait. Mais en fait, non, c'est des choses beaucoup plus subtiles que ça, des petites choses. On pourrait aussi se poser la question de dire, en fait, il faut être une grosse entreprise, avoir des gros moyens, parce que quand on prend l'exemple de Google, qui met un chef très régulièrement, avec des bibliothèques, des conciergeries, est-ce qu'en fait, il n'y a pas un décalage entre ce qui pourrait, la vision et les petites choses en fait, qui peuvent faire vraiment changer en fait, dans l'entreprise? Quand on n'a pas forcément d'avantage de sa perception compétitive, comment est-ce qu'on peut se démarquer plus facilement sur son marché? Mais c'est surtout est-ce qu'on a tous les moyens de le faire? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même des entreprises qui sont un petit peu structurées. Enfin, quand on a une petite boîte et qu'on a des difficultés de recruter, on n'a pas les mêmes moyens que Google. Ouais, ok. Il y a tout un tas de choses qui sont possibles de la même façon que il y a, il y a plein de façons de traiter ce sujet-là. Effectivement, il y a toujours l'approche on a plein d'argent, du coup on le dépense et on envoie du lourd très vite. On a des super locaux, etc. Après, Google, ils ont commencé tout petit comme tout le monde. Et tu as ce qu'on appelle, nous, des hacks. C'est quels sont tout un tas de petites choses que tu peux mettre en place qui coûtent rien ou presque. Et j'insiste dessus, sur rien ou presque, qui, toutes mises bout à bout, te permettent d'avoir un résultat exceptionnel. Et du coup, on travaille beaucoup avec c'est nous ce qu'on appelle chez nous l'effet waouh. C'est comment est-ce que sur tout un tas de plans, on peut mettre en place cet effet waouh qui permet de
juste en tant que tel, juste sur ce petit sujet, tu dis, bon, bah ouais, ok, super. Mais mis bout à bout, bout à bout, bout à bout, tu vas venir, du coup, tu gagnes 1%, 2%, 3%, etc. Tout cumulé, en fait, tu passes une expérience qui est à 150%. C'est ça qu'on va venir viser chez nos clients. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour avoir un énorme impact. Il suffit de faire des toutes petites choses, mais de bien les structurer, de s'assurer que ce soit bien partagé, communiqué, que toutes les bonnes personnes soient formées, qu'il y ait des bonnes personnes qui portent la responsabilité de tous ces sujets-là, et créer un effet boule de neige comme ça. Et du coup, tu vas très vite te retrouver à 150% par rapport aux 100% dont tu partais à la base. D'accord. Vas-y. Non, non, je disais, j'espère avoir répondu Oui, à la oui. question. Non, enfin, parce que c'est vrai que dans le bien-être au travail, au départ, et on a eu une vraie déformation autour avec les startups, le billard, etc., etc., et avec derrière surtout enfin, des articles détestables en fait sur la réalité en fait de ces boîtes-là de ce qui se passait vis-à-vis de la relation employé-employeur. D'où ma question. Si je reviens en fait sur l'opération Ops, on transforme quand même aussi le service RH, si je comprends bien. C'est-à-dire que le service RH, on parlait de la gestion des ressources, les payes, beaucoup d'administratifs, l'embauche, etc. Mais là, en fait, ça fait transformer ce service RH en structure qui possède une vision marketing communication, qui travaille sur aussi de la gestion de la data et de l'analyse concrète de Ok. données régulières. On parle de design, donc c'est-à-dire peut-être aussi de réflexion du produit qu'on propose aux salariés et bien sûr du management et du changement. C'est ça en fait globalement. Ouais. Et juste, excuse-moi, je fais une toute petite parenthèse pour répondre et pour compléter juste avant parce que j'ai bien compris ça, du coup, ta question maintenant. Et pour répondre en une phrase, il faut absolument pas qu'il y ait de dissonance. Et c'est ce qui s'est passé dans les boîtes que tu listais. Ok, c'est cool, on a un baby-foot, on a un billard, mais il y a une dissonance avec le management qui est terrible ou destructeur, et ce qui fait qu'on a des comptes, enfin des phénomènes comme Balance ta startup, qui ont pris beaucoup d'ampleur pour mettre en avant cette dissonance. Et on travaille beaucoup, du coup, sur la cohérence de bout en bout de l'entreprise, d'où le niveau de sponsoring qui doit venir de tout en haut. Hop, c'était juste l'aparté, mais le mot dissonance, enfin, venir vraiment casser cette dissonance, c'est le plus important. C'est ce qui fait que c'est là d'où tout part, en fait. Et du coup, pour répondre à ta nouvelle question, Morgane, effectivement, de la même façon qu'une équipe produit est composée d'une multitude de métiers. Pour en citer quelques-uns, il y a le product owner, potentiellement Scrum Master, l'équipe de développement, mais potentiellement dans l'équipe de développement, il y a les développeurs mobiles, les développeurs web, il y a le front, il y a le back-office, il y a potentiellement les UX, etc., etc. On peut mettre tout un tas de métiers au sein de ces équipes. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est la même chose en fait pour les équipes People Operations. C'est utopique de penser que des professionnels RH vont pouvoir adresser de bout en bout ces sujets-là. De la même façon que c'est utopique de penser de juste mettre un product owner et pouvoir faire un produit de bout en bout. Ça ne marche pas comme ça. Du coup, effectivement, les équipes People Operations sont constituées de plusieurs typologies de profils. Il y en a, il y en a trois que nous, on distingue principalement. Le premier, c'est effectivement les professionnels RH parce qu'il faut un socle RH. Ça part de là avant tout. Ensuite, le profil de consultant. Donc, des personnes en capacité de prendre un sujet A pour l'amener au niveau B et de construire, comme je disais tout à l'heure, l'escalier pour gravir toutes les marches avec un plan d'action structuré, cohérent et cadré et cadencé. Et également, le troisième type de profil, quand l'entreprise gagne en taille, ce sont des profils que nous, on appelle des experts. Des experts, par exemple, en automatisation, qui vont venir du coup automatiser des bouts de process par exemple, pour le processus de recrutement. Il y a Pour un gagner métier du qui temps. émerge en ce moment comme le REC Ops, recruteur Ops Operations, qui va venir du coup amener cette partie automatisation, métrique, data. Voilà. Et du coup, l'équipe People Ops, composée de ces trois typologies de profils, ça lui permet, du coup, ça lui permet de répondre à son enjeu qui est comment proposer à mes collaborateurs la meilleure expérience employée possible. Ok. Pascal, par rapport à ce que vient de dire Nicolas, est-ce que ça a nécessité chez vous donc de nouveaux recrutements ou c'est des personnes en interne qui se sont venues s'impliquer dans ces projets? Tu peux dire au niveau du service RH? Oui. Alors, à l'heure actuelle, pour être quand même très transparente, on en est vraiment au début de notre réflexion et notre démarche.
on n'a pas recruté de personnes, on n'a pas encore, on va dire, en tant que tel, on fait le shift, on va dire, vers cette organisation. C'est quelque chose vers lequel on veut tendre, mais on n'en est pas là. D'accord. Nicolas, ça veut dire aussi qu'ils peuvent utiliser des compétences qui sont dans d'autres services. Il y a des mutualisations, Ouais, il y a un... je pense à un autre client qu'on a où la personne qui va porter vraiment cette dimension people operation au sein de l'organisation, c'est une collaboratrice qui évolue dans la structure depuis plusieurs années et qui a demandé à faire une mobilité interne en disant, écoutez, moi ce projet il me fascine, il est lié, il est un peu corrélé avec mon quotidien parce que c'est une collaboratrice qui traitait de sujets d'organisation. Et elle s'est dit, par contre, enfin cette mission, moi ça fait vibrer quelque chose en moi. Enfin, s'il y a un poste à prendre, je veux le prendre en fait. Et en l'occurrence, Ok. du coup, cette collaboratrice prend le mandat. Alors, on l'accompagne à prendre ses marques, à structurer son équipe, à bien s'entourer. Et ça se fait comme ça petit à petit. Donc, ça peut se faire soit par de la mobilité interne, parce qu'en fait, il y a tout un tas de savoirs en interne qui sont déjà là, en fait, pour amener, pour répondre à ce mandat-là, ou par de l'externe. Et là, du coup, c'est sur un schéma plus classique de recrutement. D'accord. Ok. On est à la fin de notre épisode. Il reste quelques minutes. Moi, j'ai une dernière question. Si dans nos éditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, ils se posent la question, moi, c'est une démarche qui m'intéresse. Je veux mettre en place la démarche de People Ops venue de Google chez moi. C'est quoi les questions qu'ils doivent se poser? C'est quoi, entre guillemets, le périmètre qu'ils doivent définir, peut-être en moyen, voilà, pour démarrer cette démarche, parce que j'imagine que ça a quand même un investissement important, ça demande du temps. Voilà. Quelles sont les questions que je dois déjà me poser pour être clair dans ma démarche? Ouais. C'est un sujet de conviction, avant tout. Je suis convaincu qu'il faut mener ce chantier-là et ça doit venir le plus haut possible. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a été ravis côté ETS. On est le directeur général qui nous accompagne dans nos travaux et ça montre toute l'importance qu'il accorde au sujet. Donc, c'est vraiment la conviction est super importante. Autre chose que je peux préconiser, c'est alors, j'ai fait de la pub, mais désolé, mais c'est de lire le livre blanc qu'on a écrit sur le sujet. On a mis plus d'un an à l'écrire. On a fait 6 versions de ce livre blanc. On est passé d'une version de 60 pages à la base à une version de 20 pages la plus synthétique et fluide possible. Donc, je vous encourage à la lire. On a essayé de rendre le tout le plus digeste possible. Et si ça vous parle, en fait, oui, il faut y aller après, quoi. Il faut y aller. Et pour se lancer, vous verrez dans le livre blanc, on propose une matrice qui permet de voir sur tout un tas d'aspects votre niveau de maturité, qui permet du coup de vous positionner et de voir vos forces et points d'amélioration. Sinon, c'est vraiment un sujet de conviction. Je reviens dessus parce que ça doit venir du cœur. Il y a beaucoup d'approches cosmétiques et je trouve que c'est extrêmement destructeur. C'est avant tout destructeur pour les collaborateurs qui perdent confiance encore plus et ça crée encore plus de dissonance dont je parlais tout à l'heure. Et nous, tout ce qu'on accompagne à faire, c'est de gagner en cohérence. Donc, se poser la question, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ce genre de projet-là? Qu'est-ce que ça devrait amener comme bénéfice et pourquoi est-ce qu'on a envie de le lancer? Ok, Donc, revenir au pourquoi. super. Pascal, vous venez de démarrer, tu viens ou Ouais. vous, je ne sais même plus, enfin, bref, c'est pas grave. Ouais. Tu viens de démarrer cette démarche au sein de l'entreprise, bon, il y a quelques mois. Le conseil que tu pourrais donner à des gens qui vont se lancer? Le conseil, c'est s'il n'y a pas les ressources en interne et la connaissance, c'est de se faire accompagner. Un énorme bénéfice à partir de la donnée, à voir exactement, comme disait Nicolas, des verbatims, ce que les gens pensent vraiment et ne pas avoir peur de se confronter à la réalité pour s'améliorer et travailler tous ensemble pour construire quelque chose. Impliquer les salariés, c'est essentiel, que ce soit un projet d'entreprise. Voilà. Ok. Écoutez, super. On arrive à la fin de cet épisode. Alors, si vous qui nous écoutez, vous avez des problématiques de recrutement, de fidélisation, de turnover, peut-être qu'il faut commencer à regarder autour de la People Ops et de mettre en place une structuration et une évolution de vos pratiques internes.
Vous pouvez retrouver le livre blanc d'Igo et je mettrai le lien sur notre page site internet. Et bien sûr, lire le bouquin de Google. Je pense que ça peut aussi vous apporter. Voilà, donc merci à vous deux. Merci Nicolas, merci Pascal pour cet échange. Merci Morgane. Merci beaucoup Morgane. Et je vous propose, chers amis, de vous retrouver dans le prochain épisode du Meeting Club. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. C'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast, le Meeting Club, a été produit par Proactive Academy, une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétences de vos salariés. Je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours et je vous dis à très bientôt dans le Meeting Club.